Je suis Madison Hayes, 32 ans, assise sur une plage immaculée de Bali, avec mon téléphone volontairement éteint. Ma sœur Elisa m'a délibérément exclue de son mariage somptueux. Alors, au lieu de pleurer chez moi, j'ai choisi de prendre soin de moi, à l'autre bout du monde. L'ironie, c'est que quelque chose se déroulait chez nous, ce jour parfait, tandis que je trouvais enfin la paix après des années de drames familiaux. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû choisir de vous prioriser face à des situations familiales toxiques, pensez à vous abonner. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. En grandissant dans la banlieue de Boston, mon enfance avec Elisa semblait parfaite vue de l'extérieur. Notre père, Robert, avocat prospère, et notre mère, Catherine, ancienne enseignante devenue femme au foyer à temps plein, nous offraient une belle maison coloniale, des vacances d'été à Cape Cod et toutes les opportunités que deux filles pouvaient souhaiter. Elisa a 3 ans de moins que moi, et enfant, nous étions inséparables malgré nos personnalités différentes. J'étais toujours celle qui prenait ses responsabilités. Mes professeurs d'école primaire me trouvaient mûre pour mon âge. Alors que les autres enfants échangeaient des autocollants et jouaient à des jeux, je rangeais mon bureau et aidais mes camarades avec leurs problèmes de maths. Au lycée, j'étais présidente de classe, membre de la société d'honneur et la fille fiable qui ne rentrait jamais en retard. Je planifiais mon avenir méticuleusement, obtenais une bourse pour Cornell en architecture et finissais avec mention avant d'obtenir un poste dans un cabinet prestigieux de Boston. Elisa, elle, était différente. Là où j'étais studieuse et mesurée, elle était spontanée et magnétique. Elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation avec son sourire éclatant et son rire charmant. Quand elle a cassé le vase préféré de maman en jouant au softball à l'intérieur à 9 ans, elle a fini par avoir une glace en consolation parce qu'elle était triste à cause de l'accident. Quand elle rentrait en retard au lycée, elle inventait des histoires pour expliquer qu'elle aidait une amie en crise, ce qui faisait que nos parents la remerciaient presque d'être une personne si compatissante. Madison, tu pourrais apprendre quelque chose de ta sœur sur la façon de connecter avec les gens, disait maman sans réaliser à quel point ces mots me faisaient de mal. Tout ne doit pas être si sérieux tout le temps. Ce schéma s'est poursuivi à l'université. Pendant que je travaillais à temps partiel pour compléter ma bourse, Elisa a changé de filière 3 fois dans cette université privée coûteuse que nos parents finançaient entièrement. Quand elle a abandonné en 3e année pour se trouver, ils ont financé son appartement pendant qu'elle explorait diverses passions qui ne se sont jamais vraiment transformées en carrière. Ma meilleure amie Tara voyait tout ça clairement. Nous nous sommes rencontrés lors de notre premier emploi, en architecture, et sommes rapidement devenus proches. « Tes parents ont créé 2 règles différentes pour vous », a-t-elle observé une nuit, alors que je me plaignais de devoir encore une fois sortir Elisa d'une autre urgence financière. « Ils attendent que tu sois la responsable, mais la récompensent pour sa dépendance. » Malgré mes frustrations, j'aimais ma sœur. Quand sa relation dramatique avec Jérémy, son petit ami de fac, a explosé après qu'elle ait découvert son infidélité, c'est moi qui suis allée à Chicago pour l'aider à déménager. Quand elle a perdu son emploi à la galerie parce qu'elle arrivait en retard, je l'ai aidée à refaire son CV et à préparer ses entretiens. Quand elle a détruit sa voiture sans assurance, je lui ai prêté de l'argent pour en racheter une somme qu'elle n'a toujours pas remboursée. « Tu es la meilleure sœur du monde, Maddy », disait-elle, utilisant mon surnom d'enfance que seule elle avait le droit d'utiliser. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et je le croyais. Je voulais y croire, car malgré tout, ces moments où Elisa montrait une vraie reconnaissance me faisaient sentir la grande sœur que j'avais toujours essayé d'être. Mais ces instants devenaient de plus en plus rares, à mesure que nous avancions dans l'âge adulte. Quand nous avions toutes les deux la trentaine, un schéma clair s'était imposé. Elisa créait le chaos, la famille se mobilisait autour d'elle, et moi, on attendait que je nettoie le désordre. En recevant peu de reconnaissance pour ma stabilité. Ta sœur ressent les choses plus profondément que la plupart des gens, a expliqué papa après des épisodes particulièrement dramatiques. Elle est sensible. Tu as toujours été la forte, disait-on. Être la forte signifiait que mes propres difficultés passaient souvent inaperçues. Quand j'ai traversé une rupture dévastatrice avec mon petit ami de 3 ans, Marc, la sympathie de la famille a duré environ 1 semaine, avant que l'attention ne revienne sur la dernière crise d'Elisa.
Quand on m'a refusé une promotion majeure pour laquelle je travaillais depuis des années, ma déception a été accueillie par des hochements de tête distraits et des changements rapides de sujet. Tara observait tout cela avec une inquiétude grandissante. « Tu mérites mieux que d'être la dernière pensée de la famille, Madison, » me disait-elle. « Il profite de ta fiabilité. » Je savais qu'elle avait raison, mais les dynamiques familiales sont difficiles à briser. Je continuais à me montrer présente, à être fiable, à mettre mes sentiments de côté pour maintenir la paix, jusqu'au mariage qui allait tout changer. Eliza a rencontré Trevor Blackwood lors d'un gala caritatif où nos parents l'avaient traîné, dans l'espoir de lui présenter les bonnes personnes après sa série de relations infructueuses. Trevor venait d'une vieille fortune, dirigeait une société de capital risque et fréquentait les cercles sociaux élitistes de Boston. À 36 ans, il avait 8 ans de plus qu'Eliza et portait avec lui l'autorité confiante de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Il est absolument parfait. S'enthousiasmait Eliza lors de notre rendez-vous café hebdomadaire, exhibant une énorme bague de fiançailles en diamant qui faisait tourner les têtes au café. Nous allons avoir la vie la plus incroyable ensemble. Les fiançailles sont intervenues après seulement 4 mois de fréquentation, ce qui a immédiatement déclenché chez moi des signaux d'alarme. Ce n'était pas seulement la rapidité qui m'inquiétait. Lors des rares fois où j'avais été en présence de Trevor, j'avais remarqué comment il contrôlait subtilement les situations. Il commandait pour Eliza au restaurant sans lui demander ce qu'elle voulait, vérifiait son téléphone quand elle recevait des messages, lançait des remarques petites mais blessantes quand elle exprimait des opinions différentes des siennes. « Tu es sûr que ça ne va pas trop vite ?» avais-je demandé prudemment, essayant de doser soutien et inquiétude sincère. « Quand on sait, avait-elle répondu d'un ton désinvolte. « Tout le monde n'a pas besoin de 3 ans de fréquentation et d'une liste des pour et des contre comme toi. » La pique m'avait blessée, mais je l'ai laissé passer. Ce schéma s'était répété d'innombrables fois. Mes inquiétudes pratiques étaient balayées comme de la jalousie ou du surmenage. Nos parents étaient ravis des fiançailles. Trevor représentait tout ce qu'ils espéraient qu'Eliza trouverait. Sécurité financière, statut social et promesse de stabilité. Ils parlaient déjà du mariage comme d'un événement royal. « Les Blackwood connaissent le gouverneur », répétait maman. Ils passent leurs étés dans les Hamptons avec des célébrités. Au début, j'étais incluse dans l'organisation du mariage par défaut. Eliza m'avait demandé d'être sa demoiselle d'honneur lors d'un dîner familial, mettant en scène le moment avec une petite boîte cadeau contenant un bracelet personnalisé gravé sœur, amie, demoiselle d'honneur. Personne d'autre ne pourra être à mes côtés le plus grand jour de ma vie, avait-elle dit, les larmes aux yeux, qui semblaient sincères. Pendant quelques semaines, tout s'est passé comme lorsque nous étions enfants. Nous passions les week-ends à feuilleter des magazines de mariage, créer des tableaux Pinterest et visiter des lieux potentiels. C'était comme une reconnexion, et je me suis autorisée à espérer que cette expérience partagée pourrait guérir certaines fractures dans notre relation. Puis la mère de Trevor, Patricia, est entrée en scène. Une femme imposante, aux références sociales impeccables et aux opinions bien tranchées, elle a rapidement pris le contrôle des préparatifs. La cérémonie intime dans un vignoble qu'Eliza et moi avions imaginé s'est transformée en une extravagance de 300 personnes dans l'hôtel le plus exclusif de Boston. Les robes simples et élégantes qu'Eliza affectionnait ont été remplacées par une création sur mesure dont le prix me donnait le vertige. La famille de Trevor a un certain standing à maintenir, expliqua Eliza quand j'exprimais ma surprise face à l'ampleur grandissante des préparatifs. Ce n'est pas seulement une affaire qui nous concerne, c'est celle de 2 familles qui s'unissent. À mesure que les plans évoluaient, mon rôle a commencé à s'effacer. Patricia a engagé une organisatrice de mariage professionnelle qui balayait mes suggestions d'un sourire forcé. Eliza a commencé à programmer des essayages de robes et des dégustations de gâteaux sans me prévenir, ne me tenant informée qu'après coup. Quand j'ai proposé d'organiser la fête prénuptiale, on m'a informé que Patricia avait déjà organisé la fête prénuptiale dans son club de campagne avec une liste d'invités sur laquelle je n'avais aucun mot à dire. Pendant ce temps, je remarquais des signes de plus en plus inquiétants dans la relation d'Eliza. Lors d'un dîner familial, 2 mois avant le mariage, Trevor critiquait ouvertement le choix de l'entrée d'Eliza, la qualifiant de trop calorique en disant « Il faut s'assurer que tu rentres dans cette
Robe, ma chérie. Au lieu de s'opposer, Elisa repoussa simplement son assiette en riant nerveusement. Quand elle évoqua l'idée d'inviter son ancienne colocataire de fac, Lucie, Trevor rejeta l'idée. Ce n'est plus vraiment notre genre de personne. N'est-ce pas? Elisa n'a plus jamais parlé de Lucie. Après avoir assisté à plusieurs de ces échanges, j'ai enfin pris le courage de parler à ma sœur en privé. Nous avions un rare moment seuls, pendant une pause dans les préparatifs, assise dans ma voiture devant une boutique de fleurs. « Elisa, je te demande ça parce que je t'aime. » Commençai-je prudemment. « Es-tu sûre que Trevor te rend heureuse? Parfois, la façon dont il te parle semble un peu... » Sa voix devint immédiatement sur la défensive. « Contrôlant, » terminai-je doucement. « Je veux juste m'assurer que tu es traité avec respect. » Son expression se durcit. « Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à entretenir une relation que tu dois essayer de saboter la mienne. Trevor a des exigences et il m'aide à devenir une meilleure personne. » Devenir une meilleure personne ne devrait pas signifier que quelqu'un te rabaisse, répondis-je en essayant de garder la voix calme. Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes? Je vais enfin avoir la vie dont j'ai toujours rêvé, répliqua-t-elle sèchement. Le mari réussi, la belle maison, la famille parfaite. Tu es censée être heureuse pour moi, Madison. C'est ce que font les sœurs. La conversation s'arrêta là, un silence tendu s'installa entre nous. Je la ramenai chez elle sans un mot de plus à propos de Trevor. Mais quelque chose avait changé. En voulant protéger ma sœur, j'avais franchi une ligne invisible avec le recul, je vois que ce moment a marqué le début de la fin de mon rôle dans son mariage. L'exclusion officielle arriva 3 semaines avant la date. Elisa m'avait invitée à un brunch dans un restaurant chic. J'arrivais pleine d'espoir, pensant que nous pourrions réparer la fissure grandissante entre nous. Mais je la trouvais déjà assise avec son amie Stéphanie, rencontrée lors de son court passage à l'école d'art. Stéphanie avait toujours été assez sympathique avec moi, même si nous n'étions pas proches. Je sus que quelque chose n'allait pas dès que je m'assis. Le sourire d'Elisa n'atteignait pas ses yeux, et elle entama la conversation avec un ton trop maîtrisé. Presque répété. « Madison, je voulais te parler du mariage. » Commença-t-elle après que le serveur eut pris nos commandes. Les choses sont devenues si compliquées avec l'organisation et les attentes de la famille de Trevor. Je m'en suis rendu compte, dis-je prudemment. Est-ce que je peux aider en quoi que ce soit? En fait, c'est à propos de ton rôle, continua-t-elle en remuant son verre avec une paille sans me regarder dans les yeux. J'ai pensé que le rôle de demoiselle d'honneur serait peut-être trop de pression pour toi avec ton emploi du temps et tout ce que tu as à gérer. Mon estomac se noua. J'ai toujours trouvé du temps pour tout jusqu'à présent. J'ai réorganisé mes rendez-vous clients et travaillé les week-ends pour être disponible. Elisa regarda Stéphanie, qui lui fit un signe d'encouragement. Stéphanie et moi, nous nous sommes beaucoup rapprochés pendant ces préparatifs. Elle comprend vraiment la vision que j'ai pour le mariage. Alors, je lui ai demandé de prendre ma place comme demoiselle d'honneur. Ces mots m'atteignirent comme un coup physique. « Tu me remplaces comme demoiselle d'honneur? Ce n'est pas un remplacement, » répondit-elle vite. « C'est juste un réalignement des rôles, pour réduire ton stress. »« Je ne suis pas stressée d'être ta demoiselle d'honneur, » dis-je en luttant pour garder la voix ferme. « Je suis ta sœur, je veux être à tes côtés. »« Eh bien, » dit-elle enfin, croisant mon regard avec une expression durcie. « Il y a autre chose. Trevor et moi pensons que ta négativité à propos de notre relation crée une mauvaise énergie autour du mariage. »« Ma négativité ?» répétai-je incrédule. « Tu as clairement montré que tu n'approuves pas Trevor ni la rapidité de nos fiançailles. Tu as remis en question chacune de mes décisions. Trevor dit que j'ai besoin d'être entourée de personnes qui me soutiennent. Il faut que je sois entourée des bonnes personnes, pas de quelqu'un qui espère secrètement qu'on échoue. » L'accusation était si loin de la vérité que pendant un instant je ne pus parler. Quand je retrouvai la voix, ce fut un murmure. « Je n'ai jamais voulu que ton malheur, que ton bonheur. »« Ta version de mon bonheur, » rétorqua-t-elle. « Pas ce qui me rend vraiment heureuse. » Je regardais alternativement Elisa, puis Stéphanie, qui avait la grâce d'avoir l'air mal à l'aise, et de nouveau ma sœur. « Alors, tu veux dire que tu ne me veux plus comme demoiselle d'honneur, mais que je reste témoin? » Elisa prit une profonde inspiration. « Je pense qu'il serait mieux que tu viennes en tant qu'invitée, juste profiter de la journée sans responsabilité. » Cette reformulation était stupéfiante dans son audace.
Être retiré du cortège nuptial n'était pas pour mon bien, c'était une rétrogradation, une déclaration publique sur ma place auprès de ma sœur. Je traversais le reste du brunch, dans un brouillard de douleur et d'incrédulité. Je ne me souviens ni de ce que j'ai mangé, ni de ce qui fut dit d'autre. De retour chez moi, j'appelai nos parents, certaine qu'ils seraient aussi choqués que moi par la décision d'Elisa. « Chérie, nous savons que c'est décevant, » il dit maman quand je lui expliquai ce qui s'était passé. « Mais c'est son jour de mariage. Chaque marié mérite d'avoir exactement ce qui la met à l'aise, même si cela signifie humilier sa sœur. »« Humilier ?» demandai-je. « Personne n'essaie de t'humilier, » intervint papa. Elisa subit beaucoup de pression avec les Blackwood et toutes leurs attentes, essaie de voir les choses de son point de vue. « Et mon point de vue ?» demandai-je, la voix brisée. « Est-ce que ça compte pour quelque chose ?» Le silence à l'autre bout du fil fut réponse suffisante. Je passai la semaine suivante à tenter de gérer mes émotions. J'essayais de parler directement à Elisa, envoyant des textos et laissant des messages vocaux, demandant si nous pouvions discuter. Elle répondit par des messages courts, disant qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle me contacterait quand elle serait prête. Ce contact ne vint jamais. À 2 semaines du mariage, un texto arriva, brisant le peu de calme qui me restait. Après avoir parlé avec Trevor et sa famille, nous pensons qu'il vaut mieux que tu n'assistes pas au mariage. La tension entre vous est trop forte en ce moment, et nous avons besoin que ce jour soit parfait. J'espère que tu comprends. Je t'aime. Je restais figée devant mon téléphone, incrédule. Non seulement rétrogradée de demoiselle d'honneur, mais désormais complètement exclue, et tout cela par texto. J'appelai immédiatement mes parents, sanglotant en leur lisant le message. « Il doit y avoir un malentendu », dit maman, bien que sa voix manquait de conviction. « Laisse-moi lui parler », intervint papa prenant le combiné. « Ce n'est pas juste. Nous allons parler avec elle ensemble. » Mais leur intervention, si elle eut lieu, ne changea rien. Le lendemain, maman me rappela d'un ton soigneusement mesuré. « Madison, nous avons parlé avec Elisa. Elle est très ferme sur sa décision. Elle dit que ça fait un moment que les choses sont difficiles entre vous deux et qu'elle ne veut pas de tension le jour de son mariage. »« Et vous êtes d'accord avec ça ?» demandai-je, son exclusion de sa fille. « Bien sûr que non, » répondit papa, ayant visiblement pris une autre ligne. « Mais nous sommes dans une position impossible. Si nous insistons trop, elle pourrait... Très bien. » Elle a suggéré qu'elle pourrait s'enfuir si ça devenait trop compliqué. Les Blackwood ont tellement investi dans cet événement. Le sous-entendu était clair. Les implications sociales et financières d'un mariage annulé pesaient un plus que l'injustice de mon exclusion. Une fois de plus, maintenir la paix avec Elisa passait avant tout. Ce soir-là, mes amies Tara et Jennifer vinrent avec du vin et à manger à emporter. Après leur avoir raconté ce qui s'était passé, elles me trouvèrent entourée de mouchoirs, les yeux gonflés de larmes. « C'est au-delà de l'acceptable. » dit Tara avec fermeté, en nous servant de grands verres de vin rouge. « Ta sœur a atteint un nouveau niveau d'égocentrisme, et tes parents l'encouragent, » ajouta Jennifer. Elle a travaillé comme thérapeute familiale et m'a souvent aidé à comprendre les dynamiques dans ma propre famille. Ils ont peur des réactions d'Elisa, alors ils cèdent à ses demandes déraisonnables au lieu de poser des limites saines. « Je ne comprends tout simplement pas comment on en est arrivé là, » dis-je en grignotant le plat de pad thaï qu'elles avaient apporté. « J'ai toujours été là pour elle, toujours, » expliqua Jennifer doucement. « C'est pour ça ?» Qu'elle pense qu'elle peut te traiter comme ça. Tu lui as constamment montré que tu accepterais les miettes d'affection qu'elle offre, peu importe son comportement. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» demandai-je. Tara but une gorgée de vin puis la posa avec détermination. « Tu lui montres que tu te valorises plus que son approbation. Ne reste pas à pleurer chez toi pendant son mariage. Fais quelque chose d'incroyable pour toi à la place. » Cette nuit-là, après le départ de mes amis, je restais assise sur mon canapé à regarder mon calendrier. Le mariage était prévu pour le 15 mai, dans seulement 12 jours. J'avais déjà demandé congé au travail pour le mariage et les activités associées. L'idée de rester seule dans mon appartement alors que ma famille fêterait sans moi m'était insupportable. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher des offres de voyage de dernière minute. Si je n'étais pas la bienvenue au mariage, j'irais quelque part où je pourrais me concentrer sur ma propre guérison, pour une fois, plutôt que sur les autres. Au matin, j'avais réservé un voyage de 10 jours à Bali,
partant 3 jours avant le mariage et revenant une semaine après. Le billet coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement, mais j'avais utilisé l'argent que j'avais économisé pour le cadeau de mariage d'Elisa, ce qui me semblait approprié. Quand j'informai mes parents de mes projets, leur réaction fut, comme prévu, centrée sur eux-mêmes. « Tu quittes le pays ?» demanda maman, sonnant vraiment surprise. « Et si Elisa changeait d'avis? Et si elle avait besoin de toi? » « Elle a clairement fait savoir qu'elle ne veut pas de moi là-bas, » répondis-je. « Et pour une fois, je vais respecter totalement ses souhaits et m'éloigner de la situation. »« On dirait que tu l'as punie, » dit papa. « Non, » lui répondis-je. « C'est moi qui fais enfin ce qui est mieux pour moi, au lieu d'attendre des miettes d'inclusion d'une sœur qui a clairement fait connaître ses sentiments. » Alors que je faisais mes valises, je ressentais un étrange mélange de chagrin et de libération. Les dynamiques familiales qui avaient défini tant de ma vie étaient douloureuses, mais la perspective de m'en éloigner, même temporairement, offrait une lueur d'espoir. Peut-être que la distance me donnerait la perspective nécessaire pour construire des relations plus saines avec ma famille à l'avenir, ou peut-être cela confirmerait ce que j'avais commencé à soupçonner, que les aimer ne signifiait pas accepter les mauvais traitements. Au moment où je descendis de l'avion à Denpasar, l'air tropical et humide m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse. Après plus de 20 heures de voyage, j'étais épuisée mais déterminée à m'immerger pleinement dans cette escapade. J'avais choisi un petit resort à Ubud, loin des plages touristiques, recherchant la tranquillité et la beauté naturelle plutôt que les fêtes et la foule. Le resort était tout ce que le site web promettait. Un ensemble de bungalows individuels nichés parmi les rizières et les jardins tropicaux. Ma chambre comprenait une salle de bain à ciel ouvert où je pouvais prendre ma douche sous les étoiles, un lit à baldaquin drapé de moustiquaires et une petite terrasse privée donnant sur un ravin rempli de palmiers et d'arbres en fleurs. Mon premier matin, je me réveillais au chant d'oiseaux inconnus et au son lointain d'un orchestre, gamelan qui répétait. Pendant plusieurs minutes, je restais immobile à écouter ces nouveaux sons, regardant la lumière filtrer à travers les lattes en bois de mon bungalow. Puis, par habitude, je tendis la main vers mon téléphone, mais m'arrêtai, la main suspendue au-dessus. J'avais donné à mes parents les coordonnées de l'hôtel en cas d'urgence réelle, mais j'avais décidé avant mon départ d'éteindre mon téléphone pendant toute la durée du séjour. Pas de mise à jour sur les réseaux sociaux concernant le mariage, pas de message potentiel de la famille remettant en question ma décision de partir, pas d'email professionnel pour me ramener à mes responsabilités habituelles. D'un geste décidé, j'éteignis le téléphone et le rangeai dans le coffre-fort de la chambre. Ce petit geste me parut monumental, comme si je coupais un cordon qui m'avait toujours relié aux attentes des autres. Au petit déjeuner, dans le restaurant à ciel ouvert du resort, je pris place seule avec mon café et mon assiette de fruits, observant les autres voyageurs, et essayant d'imaginer leurs histoires. À la table à côté de la mienne, 2 femmes de mon âge étaient mottes plongées dans une conversation animée, riant parfois ensemble avec cette complicité naturelle des vieilles amies. « Première fois, à Bali ?» demanda l'une d'elles, remarquant mon observation. « Est-ce si évident ?» souris-je. « Tu as ce regard émerveillé, » dit-elle. « Je m'appelle Léa, et voici ma complice de voyage, Michel. »« Madison ?» me présentai-je. « Oui, première fois. J'ai un peu réservé ce voyage sur un coup de tête. »« Ce sont souvent les meilleurs, » répondit Michel en levant sa tasse de café dans un toast. « Les décisions spontanées mènent aux plus belles aventures. » Nous discutâmes tout au long du petit déjeuner, et je finis par accepter leur invitation à les accompagner pour une excursion d'une journée à un temple aquatique proche. Léa était graphiste à San Francisco, et Michel enseignait l'anglais, au lycée à Portland. Elles étaient amies depuis l'université et s'efforcèrent de voyager ensemble une fois par an. « On a fait un pacte après la remise des diplômes, » expliqua Léa, alors que notre chauffeur négociait les routes sinueuses. « Quoi qu'il arrive dans nos vies, on priorise ce temps ensemble. » En explorant le temple avec ses bassins de purification et ses sculptures de pierre ancienne, je me surpris à raconter plus de mon histoire que prévu. Il y avait quelque chose de libérateur à se confier à des inconnus sans lien avec ma vie à la maison. « Ta sœur t'a exclu de son mariage ?» demanda Michel, visiblement choqué. « C'est le summum du comportement de Britzilla, » ajouta Léa. « Et tes parents ont juste suivi le mouvement ? Ils le font toujours ?
répondis-je, surprise par le ton neutre de ma voix en énonçant ce fait. D'habitude, parler de ma famille me laissait en larmes ou bouillonnante de colère. Aujourd'hui, debout dans ce lieu spirituel ancien, à des milliers de kilomètres, de chez moi, je ressentais un étrange détachement, comme si je décrivais des personnages dans un livre plutôt que ma propre vie. « Eh bien, je pense que tu as fait le bon choix en venant ici, » dit fermement Michel. Parfois, la chose la plus saine à faire est de s'éloigner des situations toxiques. La journée passée avec Léa et Michel donna le ton à mon séjour à Bali. Je commençais à apprécier la liberté d'être seule dans un endroit où personne ne me connaissait ni n'attendait quoi que ce soit de moi. Je m'inscrivis à un cours de yoga au lever du soleil au resort, une activité qui m'avait toujours intriguée, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé le temps chez moi. L'instructeur, un expatrié américain nommé Michael, installé à Bali depuis 15 ans, insistait sur la présence et la pleine conscience. « Votre corps est ici, dans ce lieu magnifique. » Et nous disait-il pendant que nous enchaînions les postures sur nos tapis, face au lever du soleil. « Mais votre esprit est-il aussi ici, ou est-il encore embrouillé par les problèmes que vous êtes venu fuir ?» La question me frappa avec une force inattendue. Mon corps était à Bali, mais mes pensées revenaient sans cesse à Boston, au mariage qui allait avoir lieu dans 2 jours, à la douleur et au rejet que je ressentais. Chaque fois que je me surprenais à ruminer ces pensées, je ramenais doucement mon attention au moment présent, à la sensation de ma respiration, à la lumière matinale qui colorait d'or les rizières. Après le cours, Michael vint vers moi. « Première fois que tu pratiques le yoga ? Est-ce si évident ? » demandai-je, reprenant la même réponse que quelques jours plus tôt à Léa. « Tu as une bonne conscience naturelle, » répondit-il, « mais je vois que tu luttes avec quelque chose. Ton corps se détend dans une posture, puis la tension revient, surtout au niveau des épaules et de la mâchoire. J'essaie de laisser derrière moi un poids, avouai-je. C'est plus difficile que je ne pensais. Le fardeau le plus lourd que nous portons est souvent invisible, dit-il. Si tu veux, je propose une séance de méditation chaque soir au coucher du soleil. Cela pourrait t'aider à gérer ce que tu traverses. Ce soir-là, je rejoignis Michael et un petit groupe d'autres invités sur une plateforme en bois surplombant la vallée. Alors que le soleil entamait sa descente, il nous guida dans une méditation centrée sur le pardon et le lâcher-prise. « Pardonner ne veut pas dire cautionner les actions nuisibles », expliqua sa voix calme. « Cela signifie se libérer du poids du ressentiment. Quand on garde la colère, la personne que l'on blesse le plus, c'est soi-même. » Je pensais à ma colère envers Elisa, envers mes parents, même envers Trevor et sa famille. Cette colère me semblait justifiée, et une part de moi s'y accrochait comme à un bouclier. Mais assise là, les yeux fermés, écoutant le doux bruissement des feuilles de palmier et le tintement lointain des carillons, je commençais à voir à quel point ce bouclier était devenu lourd. J'ai commencé à tenir un journal pendant mon voyage, écrivant chaque matin sur ma terrasse privée. J'écrivais sur des souvenirs d'enfance, sur des schémas que je commençais à reconnaître dans mes relations, sur la personne que je voulais devenir. Certains matins, les mots coulaient facilement. D'autres fois, je restais là, à fixer la page blanche, submergée par des émotions que je ne parvenais pas à nommer. Le jour du mariage d'Elisa, j'avais délibérément prévu un emploi du temps chargé. Je commençais par un cours de yoga, suivi d'un cours de cuisine, où j'appris à préparer des plats balinais traditionnels. L'après-midi, j'embauchais un guide local nommé Katut pour me faire découvrir des coins moins touristiques de l'île. Katut avait une 60aine d'années, un visage marqué par le temps et une douceur naturelle. Pendant qu'il me conduisait à travers de petits villages et devant des habitations familiales, il partagea des histoires sur la culture balinaise et sa propre famille. Ici, la famille. « Ah, c'est tout », expliqua-t-il, mais pas comme les Occidentaux l'imaginent souvent. Ici, on croit aux liens forts, mais aussi à l'équilibre spirituel. Si une personne prend trop, l'harmonie est perturbée. « Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'harmonie ?» demandai-je. « Alors on effectue des rituels pour rétablir l'équilibre », répondit-il simplement. Parfois, cela signifie donner plus à ceux qui ont reçu moins. Parfois, cela signifie poser de nouvelles limites. Ce soir-là, j'assistais de nouveau à la séance de méditation de Michael. Alors que nous nous concentrions sur le lâcher-prise, une émotion intense me submergea. Des larmes coulèrent sur mon visage,
alors que je libérais non seulement la blessure récente liée à l'exclusion du mariage d'Elisa, mais aussi des années de douleur accumulées d'avoir toujours été la responsable, la fiable, celle dont les sentiments passaient en dernier. Plus tard, seule dans mon bungalow, je pris une décision. Mon plan initial était de revenir à Boston une semaine après le mariage, mais je téléphonais à la réception et prolongeais mon séjour de 3 jours. L'idée de revenir immédiatement aux suites du mariage, aux drames familiaux potentiels et aux questions, m'était insupportable. J'avais besoin de plus de temps dans ce lieu qui commençait déjà à guérir quelque chose de longtemps brisé en moi. Le lendemain matin, je rejoignis Léa et Michel pour le petit déjeuner. Elles partaient le lendemain, et nous voulions nous dire un vrai au revoir. « Le mariage a eu lieu hier, » dit Léa avec précaution. « Comment te sens-tu ? » « Étonnamment bien, » répondis-je, réalisant en disant cela que c'était vrai. J'avais passé la journée complètement présente, sans me demander ce qui se passait chez moi. « C'est un progrès, » sourit Michel. « Tu gardes toujours ton téléphone éteint. » « Complètement éteint et enfermé ? » ?»« Oui, » confirmai-je. « Je le rallumerai quand je serai prête à affronter ce qui m'attend. »« Souviens-toi, » dit Léa en me serrant la main à travers la table. « Peu importe le drame qui se passe là-bas, cela ne diminue pas ta valeur. La façon dont ta famille te traite n'est pas un reflet de qui tu es. » Alors que nous nous embrassions pour dire « au revoir », je ressentis une immense gratitude pour ces amis temporaires qui m'avaient montré plus de compréhension en quelques jours que ma famille en des années. Leur validation de mes sentiments et de mes choix renforça ma détermination à maintenir les limites que je commençais à poser. Mes derniers jours à Bali passèrent entre exploration et réflexion. Je visitais des temples anciens, fis des randonnées jusqu'à une cascade cachée, et passais des soirées tranquilles à lire des livres que j'avais téléchargés avant d'éteindre mon téléphone. Chaque jour, je me sentais plus légère, plus centrée, plus sûre de ma décision de prioriser mon bien-être. Lors de ma dernière soirée, je m'assis avec Michael après la séance de méditation, regardant l'obscurité s'installer sur la vallée, tandis que de petites lumières de village apparaissaient comme des étoiles sur terre. « Tu sembles différente de ton arrivée, » observa-t-il. « Je me sens différente, » reconnus-je. Plus paisible, plus sûre de moi. Le travail que tu as fait ici ne s'arrête pas quand tu partiras, dit-il. Les défis t'attendront toujours, mais tu les affronteras avec une nouvelle conscience. Je n'ai pas hâte de rallumer mon téléphone. Où m'avouais-je ? Je sais qu'il y aura des messages, probablement des messages en colère. Souviens-toi que tu peux répondre aux autres avec compassion tout en maintenant tes limites, conseilla-t-il. Le chemin de la moindre résistance n'est pas toujours... Le chemin de la moindre résistance n'est pas toujours celui de la croissance. Ce soir-là, en faisant mes valises, je ressentis un mélange complexe d'émotions. La tristesse de quitter ce lieu magnifique devenu un sanctuaire, l'anxiété face à ce qui m'attendait chez moi, mais surtout une force et une clarté nouvelles. Quoi qu'il se soit passé pendant le mariage, quels que soient les drames familiaux en cours, je les affronterais en étant une personne différente de celle qui avait fui Boston 2 semaines plus tôt. Ce que j'ignorais alors, c'était à quel point tout s'était effondré en mon absence, ni à quel point ma famille avait désespérément tenté de me joindre pendant que je trouvais la paix à Bali. Une scène très différente se déroulait à Boston. J'allais apprendre les détails plus tard, assemblés à partir de plusieurs points de vue, mais le mariage, planifié avec tant de précision et de dépenses, s'effondrait de façon spectaculaire. 2 jours avant la cérémonie, Elisa et Trevor eurent une dispute catastrophique lors du dîner de répétition. Ce qui avait commencé par un désaccord sur la disposition des places dégénéra rapidement quand le témoin de Trevor, Jackson, fit une plaisanterie mal placée sur les relations précédentes de Trevor. Elisa, qui avait été informée que Trevor n'avait eu qu'une seule relation sérieuse avant elle, demanda des explications. « Ce n'est rien », insista Trevor devant leur famille réunie. Jackson a un humour déplacé, mais le mal était fait. Cette nuit-là, dans leur suite d'hôtel, Elisa insista pour obtenir des réponses. Selon ce qu'elle raconta plus tard à notre mère, Trevor balaya d'abord ses inquiétudes, puis devint sur la défensive lorsqu'elle ne lâcha pas prise. « Pourquoi es-tu si inquiète ?» demanda-t-il. « C'est précisément pour ça que je ne t'ai pas tout dit. Tu réagis à tout de façon excessive. »
La dispute aurait pu s'apaiser si le téléphone de Trevor n'avait pas vibré à ce moment-là avec un message. Quand il se précipita pour empêcher Elisa de le voir, ses soupçons grandirent. Elle attrapa le téléphone et découvrit un message d'une certaine Andrea faisant référence à un compte bancaire commun à gérer. « Qui est Andrea ?» exigea Elisa. « Et quel compte bancaire ?» La vérité éclata en fragments laids. Trevor avait de graves problèmes financiers qu'il avait cachés à Elisa. Sa société de capital risque avait fait plusieurs mauvais investissements et perdait des clients. Le style de vie somptueux qu'il affichait était de plus en plus financé par la dette. Andrea n'était pas une amante, comme Elisa l'avait d'abord craint, mais sa conseillère financière, qui l'aidait à dissimuler l'ampleur de ses difficultés, y compris à sa propre famille. « Tu m'as menti surtout », dit Elisa selon ce qu'elle raconta plus tard à nos parents. « Ton entreprise, tes finances, ton passé. »« Je n'ai pas menti », insista Trevor. « Je n'ai juste pas partagé tous les détails, et rien de tout ça ne serait un problème. Si tu n'étais pas aussi préoccupé par le statut et les apparences. »« Moi, préoccupé par les apparences ?» rétorqua Elisa. « C'est toi qui as insisté pour un mariage que nous ne pouvons apparemment pas nous permettre, juste pour impressionner ta famille et tes associés. » La dispute dura jusqu'aux premières heures du matin. À l'aube, Elisa avait fait sa valise et était allée chez nos parents, laissant Trevor seul dans la suite d'hôtels qu'ils devaient partager jusqu'au mariage. Quand la nouvelle de la dispute arriva aux parents de Trevor, ils entrèrent immédiatement en mode gestion de crise. Patricia Blackwood arriva chez nos parents en milieu de matinée, insistant pour parler seule à Elisa. Ce qui se passa durant cette conversation ne fit qu'empirer les choses. Elle n'était pas venue pour nous réconcilier, sanglota Elisa à notre mère après coup. Elle est venue me convaincre de maintenir le mariage, peu importe ce que je ressens ou ce que Trevor a fait, dit-elle. Chaque mariage a ses défis, et les questions financières peuvent se régler. Elle se souciait plus d'éviter l'embarras que du fait que son fils m'ait menti. Nos parents, à leur crédit, soutinrent les doutes d'Elisa. Papa, qui avait d'abord été impressionné par le succès apparent de Trevor, était particulièrement bouleversé par cette tromperie financière. S'il mentait sur quelque chose d'aussi fondamental avant le mariage, qu'est-ce qu'il cacherait? Après? Demanda-t-il. Ce soir-là, la situation était devenue encore plus compliquée. Trevor arriva chez nos parents en exigeant de parler à Elisa. Quand elle refusa, il devint belliqueux, l'accusant de dramatiser et menaçant de facturer à sa famille les frais du mariage si elle créait un scandale en l'annulant. Papa, protecteur, envers Elisa malgré tout, demanda à Trevor de partir. Quand Trevor refusa, papa menaça d'appeler la police en disant « Personne ne parle à ma fille ainsi dans ma maison ». La confrontation se termina avec Trevor qui partit en furie, mais le mal était fait. Elisa passa la nuit à pleurer, alternant entre la colère face à la tromperie de Trevor et le chagrin de la fin de ses rêves. Le matin, avant ce qui aurait dû être son jour de mariage, Elisa prit sa décision. Elle ne se marierait pas avec Trevor. Les mains tremblantes, elle appela la wedding planner et lui demanda d'informer les invités que la cérémonie était annulée. La wedding planner, qui avait assisté à d'innombrables drames le jour du mariage, tenta de suggérer un report plutôt qu'une annulation. « Beaucoup de couples ont le trac avant le mariage », conseilla-t-elle. « Ce n'est pas du trac », insista Elisa. « Le mariage est annulé définitivement. » La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles sociaux de Boston. Les invités déjà arrivés de loin étaient confus et commençaient à bavarder. Les Blackwood étaient mortifiés, surtout quand les rumeurs sur les problèmes financiers de Trevor commencèrent à circuler. Notre mère prit en charge de prévenir la famille proche et les amis intimes personnellement, tandis que la wedding planner s'occupait de la liste élargie des invités. En passant ces appels difficiles, maman pensait sans cesse à moi, sa fille isolée à Bali, ignorante du drame qui se déroulait. « Il faut qu'on contacte Madison. » En dit-elle à papa, après avoir raccroché d'une autre conversation émotionnelle avec un membre de la famille. « J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois sur son portable, » répondit papa. « Ça tombe directement sur la messagerie, j'ai laissé des messages pour qu'elle nous rappelle au plus vite. Et c'est l'hôtel, » suggéra maman. Elle nous avait donné les coordonnées avant de partir. Papa appela le resort à Bali et laissa un message urgent lui demandant de les contacter. Le personnel promit de transmettre le message,
mais expliqua que j'avais demandé de la confidentialité et un minimum de perturbation. Pendant ce temps, Elisa se détruisait. Le choc de la découverte de la tromperie de Trevor, combiné à l'humiliation d'annuler un mariage très médiatisé, à la dernière minute, la submergeait. Dans un moment de lucidité au milieu de sa détresse, elle se tourna vers notre mère. « J'ai besoin de Madison, » dit-elle en larmes. J'ai été horrible avec elle, et elle avait raison sur tout. Elle a vu clair en Trevor dès le début. On essaie de la joindre, lui assura maman. On va continuer d'essayer. Le jour qui aurait dû être une célébration devint un jour de gestion de crise et de chagrin. Les tentatives pour me contacter devinrent de plus en plus désespérées. Papa appela plusieurs fois le resort. Maman laissa message sur mon portable. Même Tara et Jennifer reçurent des appels, leur demandant si elles avaient un moyen de me joindre. L'ironie n'échappa à personne. Après avoir été délibérément exclue du mariage, j'étais désormais désespérément nécessaire. La sœur considérée comme une source d'énergie négative était devenue la seule personne qu'Elisa voulait. Le jour du mariage lui-même apporta une nouvelle vague de défis. Malgré les avis d'annulation, certains invités arrivèrent encore au lieu, confus par ce changement de dernière minute. Les réseaux sociaux bruissaient de spéculations et de rumeurs. La mère de Trevor racontait apparemment aux gens que le mariage n'était que reporté à cause de l'état émotionnel d'Elisa, impliquant que la faute revenait à cette dernière, plutôt qu'à la tromperie de son fils. Chez nos parents, Elisa resta dans sa vieille chambre, ne sortant que brièvement pour picorer la nourriture que maman lui apportait. La coûteuse robe, de mariée de créateur, suspendue et portée une seule fois, pendait dans le placard de la chambre d'amis, douloureux rappel de rêves brisés. « J'aurais dû écouter Madison », répétait-elle en boucle comme un mantra. Elle a essayé de me prévenir, et je l'ai repoussée parce que je ne voulais pas l'entendre. Nous étions tous pris dans l'excitation, admit papa, assis au bord de son lit. Le nom des Blackwood, les connexions sociales, nous aurions dû faire plus attention aux signaux d'alarme. Alors que la soirée tombait, la nuit qui aurait dû être celle du mariage d'Elisa, nos parents s'assirent dans leur salon, épuisés émotionnellement par les événements de la journée. « Tu penses que Madison évite délibérément nos appels ?» se demanda maman. « Après comment les choses se sont terminées, je ne lui en voudrais pas, » répondit papa après réflexion. Elle a dit qu'elle allait éteindre complètement son téléphone pendant le voyage. Il est probablement encore éteint. Et si le personnel du resort ne lui a pas transmis nos messages, elle n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé. Quand elle l'apprendra, dit maman doucement. J'espère qu'elle pourra nous pardonner. Nous aurions dû la défendre quand Elisa l'a exclue. Nous avons échoué envers elle. Nous avons échoué envers nos deux filles, chacune à sa manière. Papa acquiesça. Avec Elisa, nous n'avons jamais posé de limites ou d'attentes claires. Avec Madison, nous avons pris sa force et sa fiabilité pour acquises. Cette prise de conscience, bien que tardive, marqua le début d'un changement dans la compréhension de mes parents quant à leur rôle dans les schémas dysfonctionnels de notre famille. Alors qu'ils continuaient à essayer de me joindre, à Bali, ils entamèrent aussi le difficile processus d'examiner leurs propres actions et choix. Pendant ce temps, j'ignorais tout, profitant de mes derniers jours au paradis, dormant paisiblement dans mon bungalow, tandis que ma famille tentait désespérément de me joindre à l'autre bout du monde. Le dernier matin de mon séjour à Bali, je m'assis sur ma terrasse privée pour regarder le lever du soleil une dernière fois. Ces 2 semaines m'avaient transformée de façon que je découvrais encore. Je me sentais centrée, calme, claire sur les limites que je devais désormais poser. Il était temps de renouer avec le monde que j'avais laissé derrière moi. D'une profonde inspiration, je sortis mon téléphone du coffre-fort et l'allumai. L'appareil vibra, sans arrêt pendant près d'1 minute, submergé de notifications. 17 appels manqués de mes parents, 23 messages textes, des messages vocaux, des emails, même des notifications de réseaux sociaux que je consultais rarement. Quelque chose de grave était arrivé. Mon premier réflexe fut la panique. Quelqu'un était-il mort? Y avait-il une urgence familiale à laquelle je n'avais pas répondu? Je parcourus rapidement les messages et la peur fit place à la confusion. « Maman, Madison, appelle dès que tu reçois ce message, c'est urgent », disait un texto. « Papa, le mariage est annulé. Elisa a besoin de toi, appelle immédiatement. Tara. Énorme drame, explosion. Appelle-moi quand tu seras en ligne.
Le mariage de ta sœur a implosé et tout le monde te cherche. Je m'assis lourdement au bord du lit, tentant de digérer ces informations. Le mariage était annulé. Après toute la planification, les dépenses, les tensions familiales, ce n'était pas arrivé. Et maintenant, ils avaient besoin de moi, une part de moi, une petite part vindicative dont je n'étais pas fière, voulait ignorer ces messages. Ils m'avaient exclu, blessé, ignoré. Pourquoi devrais-je me précipiter pour ramasser les morceaux maintenant que j'avais eu raison? Mais le travail que j'avais accompli à Bali m'aida à reconnaître cette réaction pour ce qu'elle était. Une réponse défensive à la douleur. Après quelques respirations centrées, j'examinais mes options avec plus de calme. Je ne voulais pas être immédiatement replongée dans les drames familiaux avant d'avoir quitté l'environnement paisible du resort. En même temps, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas avoir vu les messages maintenant que mon téléphone était allumé. Je choisis une réponse mesurée. J'envoyais un texto à mes parents. « Je viens d'allumer mon téléphone et j'ai vu vos messages. Je suis saine et sauve à Bali. Mon vol part ce soir. Nous parlerons quand j'arriverai chez moi demain. Quoi qu'il soit arrivé, cela peut sûrement attendre un jour de plus. » Puis, je remis mon téléphone en silencieux et le rangeai dans mon sac. Il me restait un jour de plus dans ce sanctuaire, et je comptais en profiter pleinement. Plus tard, ce matin-là, je croisa Léa près de la piscine. Elle et Michel avaient prolongé leur séjour et partèrent le même jour que moi. « Tu as rallumé ton téléphone, hein ?» demanda-t-elle en voyant mon air distrait. Je l'admis brièvement. Apparemment, le mariage de ma sœur n'a pas eu lieu, et maintenant tout le monde essaie désespérément de me joindre. Ironique, observa Léa. Après qu'il t'ait exclu, c'est drôle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit que j'appellerai quand je serai chez moi, répondis-je. Je ne me précipite pas au milieu de ce qui se passe avant d'être prête. Bien pour toi, approuva Léa. Poser des limites ne veut pas dire que tu ne tiens pas à eux. Ça veut dire que tu tiens aussi à toi. Le long voyage de retour me laissa beaucoup de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui avait bien pu faire échouer ce mariage à la dernière minute? Alors que mon avion atterrissait à Boston, j'avais déjà décidé de mon approche. J'allais écouter ce qui s'était passé, mais je ne me précipiterais pas immédiatement dans le rôle de réparatrice familiale. Quelle que soit la crise, je devais maintenir les limites que j'avais établies à Bali. Après avoir passé la douane et récupéré mes bagages, je trouvai un coin tranquille à l'aéroport et appelai mes parents. Maman répondit dès la première sonnerie. « Madison, tu es rentrée? On était tellement inquiets. »« Je viens d'atterrir, » répondis-je. « Que s'est-il passé pour le mariage ?» L'histoire me fut racontée en rafale, papa rejoignant la conversation depuis une autre ligne. La tromperie financière. De Trevor, la dispute explosive, la décision d'Elisa d'annuler, les répercussions sociales. Tout au long des explications, ils insistaient sur le fait qu'Elisa avait demandé ma présence. « Elle a besoin de toi, Madison », conclut maman. « Elle n'arrête pas de dire que tu avais raison à son sujet depuis le début. »« Je suis désolée qu'elle souffre, » dis-je prudemment. « Mais j'ai besoin de rentrer et de me reposer après 24 heures de voyage. Je passerai les voir demain. » Papa commença à protester, mais je répétai fermement. « Demain. J'ai besoin de temps pour digérer tout ce que vous m'avez dit. » L'ancienne Madison serait allée directement chez mes parents, malgré la fatigue. L'ancienne Madison aurait mis les besoins des autres avant les siens. Mais je n'étais plus cette personne. Je pris un taxi jusqu'à mon appartement, pris une douche et dormis 12 heures d'affilée. Le lendemain matin, je me réveillais reposée, centrée, prête à affronter ma famille avec mes nouvelles limites intactes. Quand j'arrivais chez mes parents, l'atmosphère était tendue et morose. Maman me serra fort dans ses bras à la porte, me remerciant sans cesse d'être venue. Papa rôdait non loin, ayant l'air plus vieux et fatigué qu'à mon départ. « Où est Elisa ?» demandai-je. « Encore au lit, » répondit maman. « Elle a à peine quitté sa chambre depuis tout ce qui s'est passé. »« Je vais aller la voir, » dis-je. « Mais d'abord, il faut que je parle avec vous deux. » Nous nous installâmes. Dans le salon, la même pièce où tant de discussions familiales avaient eu lieu au fil des années. Cette fois, cependant, j'étais déterminée à ce que ma voix soit vraiment entendue. Avant de nous concentrer entièrement sur Elisa, il faut que j'aborde ce qui s'est passé avant mon départ. Et commençai-je.
Vous lui avez permis de m'exclure de son mariage sans aucune réelle conséquence. Vous avez donné la priorité à ses sentiments et aux implications sociales, au détriment de la douleur qu'elle m'a causée. Madison, nous savons que nous avons mal géré ça, dit papa, visiblement sincèrement désolé. Nous aurions dû te défendre. Oui, vous auriez dû, mais acquiesçai-je. Et j'ai besoin que vous compreniez bien une chose. Je vous aime, et je suis là maintenant parce que je tiens à cette famille. Mais les choses doivent changer. Je ne serai plus jamais prise pour acquise. Je ne serai plus cette personne fiable qui met ses propres sentiments de côté à chaque crise créée par Elisa. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes sans importance. Je sais que ce n'était pas intentionnel, répondis-je, plus doucement. Mais l'intention et l'impact sont deux choses différentes. L'impact, c'est que je me suis sentie moins importante que Elisa dans cette famille. Ça s'arrête maintenant. Ils hochèrent tous les deux la tête, semblant quelque peu abasourdis par ma franchise. L'ancienne Madison aurait adouci sa position immédiatement, aurait rassuré tout le monde que tout allait bien. La nouvelle Madison resta ferme. « Je vais aller voir Elisa maintenant, » dis-je en me levant. « Mais rappelez-vous, je pose de nouvelles limites. Je la soutiendrai comme sa sœur, mais je ne réglerai pas ses problèmes à sa place. » Je montai à la chambre d'Elisa, frappant doucement à la porte. « Va-t'en » fut la réponse étouffée. « Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Ce n'est pas maman, » répondis-je. « C'est Madison. » Silence, puis un mouvement rapide. La porte s'ouvrit brusquement sur Elisa en pyjama, le visage bouffi de larmes, les cheveux en désordre. Sans un mot, elle se jeta dans mes bras, sanglotant contre mon épaule. « Tu es venue, » sanglota-t-elle, entre deux sanglots. « Après tout ce que j'ai fait, tu es quand même venue. » Je la guidai à l'intérieur et m'assis à côté d'elle au bord du lit, gardant une distance douce mais ferme entre nous. « Que s'est-il passé, Elisa ?» Lorsque ses sanglots se calmèrent, je lui demandai sa version des faits. Elle me raconta des détails que nos parents connaissaient, à quel point Trevor était devenu contrôlant dans les semaines précédant le mariage, comment sa mère avait pratiquement pris le contrôle de chaque décision et à quel point elle s'était sentie isolée. « Je n'aurais jamais dû le laisser s'immiscer entre nous, » dit-elle, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Tu étais la seule à le voir clairement, et au lieu de t'écouter, je t'ai repoussé. Pourquoi as-tu fait ça ?» demandai-je, non pas pour l'accuser, mais pour comprendre. Vraiment. Elisa baissa les yeux vers ses mains. Parce qu'au fond, je crois que je savais que tu avais raison, et si je l'admettais, je devrais faire face au fait que je faisais une terrible erreur. Il était plus facile de faire de toi le problème que de reconnaître que c'était lui. Son honnêteté me surprit. L'ancienne Elisa aurait offert des excuses ou refusé sa responsabilité. « Je suis tellement désolée, Madison, » continua-t-elle, « de t'avoir exclue, de t'avoir blessée, pour tout ça. Je sais que dire désolé ne suffit pas, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. » « C'est un début, » dis-je, « mais tu as raison, ce n'est pas suffisant en soi. Il faut que les choses changent entre nous, Elisa. Je t'aime, et je te soutiendrai dans cette épreuve, mais notre relation doit être plus équilibrée. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. « Je veux dire que je ne peux pas toujours être celle qui plie, qui pardonne sans conséquence, celle qui met ses sentiments de côté pour gérer les tiens. Ce schéma doit cesser. » Elle hocha lentement la tête. « Je comprends, je t'ai prise pour acquise. J'ai été égoïste et j'ai encouragé ça. Je reconnus que nous avions toutes joué un rôle dans cette dynamique, mais qu'à présent nous avions la chance d'en créer une plus saine. » Nous parlâmes pendant plus d'1 heure, plus honnêtement que depuis des années. Je partageai combien je m'étais sentie constamment mise de côté au profit de ses besoins plus dramatiques. Elle admit qu'elle avait ressenti de la rancune envers ma stabilité et mon succès, tout en dépendant. Nous pleurâmes ensemble, rîmes un peu et entamâmes le processus fragile de reconstruire notre relation sur un pied d'égalité. Plus tard, nous descendîmes ensemble. Nos parents semblèrent soulagés de voir Elisa sortir de sa chambre, mais leur expression se fit anxieuse quand j'annonçai que j'avais quelque chose à dire à toute la famille. J'ai beaucoup réfléchi à nos dynamiques familiales. Et commençai-je, et j'ai réalisé que nous jouons tous des rôles qui ne sont pas sains. Maman, papa, vous avez encouragé la dépendance d'Elisa tout en prenant mon indépendance pour acquise. Elisa, tu as fini par t'attendre à ce que
Tes émotions et tes besoins passent toujours en priorité, et je me suis laissé cantonner dans le rôle de la fiable qui n'a jamais besoin de soutien. Je les regardais tour à tour. Je vous aime tous, mais je ne participerai plus à ces schémas. Si nous voulons être une famille saine, nous devons tous changer. Que veux-tu dire exactement? Demanda papa. Je veux dire que je serai là pour Elisa dans cette période difficile, mais à mes conditions. Je viendrai régulièrement, mais pas au détriment de ma propre vie et de mes besoins. Je veux dire qu'à partir de maintenant, j'attends que mes sentiments et mes limites soient respectés autant que ceux des autres. La conversation qui suivit fut difficile, inconfortable et bien trop tardive. Il y eut des larmes, des moments défensifs et des prises de conscience douloureuses. Mais pour la première fois, je me sentis vraiment entendue par ma famille. Et plus, importante encore, je sus que, quelle que soit leur réaction, je garderais cette nouvelle estime de moi. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentis à la fois épuisée émotionnellement et étrangement paisible. Le chemin avec ma famille ne serait pas facile. Les anciens schémas ne changent pas du jour au lendemain, mais j'avais franchi la première étape cruciale. M'affirmer. Et nommer les dynamiques dysfonctionnelles qui avaient façonné tant de nos vies. 6 mois après ce mariage qui n'a jamais eu lieu, notre famille se réunit pour le dîner de Thanksgiving dans mon appartement. C'était le premier repas de fête que j'organisais, un choix délibéré pour faire évoluer les traditions familiales dans une nouvelle direction. En regardant autour, de ma table les visages de mes parents, d'Elisa et de mes amies Tara et Jennifer que j'avais invités, je peinais à croire combien les choses avaient de changer depuis ce douloureux printemps. Le chemin n'avait pas été facile ni linéaire dans ces premières semaines. Après mon retour de Bali, il y eut des hauts et des bas, des luttes, alors que nous nous adaptions tous à notre nouvelle dynamique familiale. Elisa retombait parfois dans ses vieux schémas de besoins dramatiques. Maman se précipitait instinctivement, à son chevet, et papa attendait de moi que je sois la voix pratique et raisonnable. Chaque fois, je refusais doucement mais fermement de jouer ce rôle assigné. Je t'aime, mais je ne vais pas réparer ça. Il devint mon refrain silencieux. Le déclic survint quand Elisa suggéra que nous essayions une thérapie familiale. À ma surprise, nos parents acceptèrent de facilement. La Dre Rachel Stevens, thérapeute spécialisée dans les systèmes familiaux, avec une approche directe, nous aida à identifier et à adresser les schémas qui avaient défini nos relations pendant des décennies. Madison et Elisa, vous avez été placés comme des archétypes opposés dans cette famille. T'observa-t-elle lors d'une première séance. La responsable contre l'émotive, la réussite contre celle qui lutte. Ce ne sont pas vraiment qui vous êtes. Ce sont des rôles qu'on vous a assignés et que vous avez acceptés. Avec l'aide de la Dre Stevens, nous commençâmes le travail lent de nous dégager de ces identités limitantes. Pour Elisa, cela signifiait assumer la responsabilité de ses choix et développer son indépendance émotionnelle et financière vis-à-vis de nos parents. Je me suis cachée de l'âge adulte, admit-elle lors d'une séance particulièrement forte. Il était plus facile d'être la reine du drame familial que de faire face à mes propres insécurités face au succès de Madison. Pour nos parents, le processus impliqua de reconnaître comment leur traitement différencié avait créé et renforcé des dynamiques malsaines. Nous attendions la perfection de Madison parce qu'elle semblait capable de l'être, reconnut maman. Et nous attendions peu d'Elisa parce qu'elle semblait avoir besoin de notre protection. Nous vous avons fait toutes les deux du tort. Mon propre travail en thérapie se concentra sur le maintien des limites tout en restant connecté à ma famille. La Dre Stevens m'aidait à voir que la vraie force n'était pas de porter les fardeaux des autres, mais de savoir quand s'engager et quand prendre du recul. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu peux endurer, ni au nombre de problèmes que tu résous pour les autres, me rappelait-elle. Au-delà de la thérapie familiale, Elisa et moi recommençâmes à nous voir régulièrement autour d'un café, reconstruisant notre relation en tant qu'adultes, plutôt qu'en tant que rôle joué pendant si longtemps, elle. Trouva un emploi dans une petite galerie d'art, emménagea dans son propre appartement sans aide financière de nos parents et commença à suivre des cours du soir en histoire de l'art. « Je veux construire une vie dont je sois fière », me dit-elle un samedi autour d'un latte. Pas pour maman et papa, pas pour rivaliser avec toi, mais pour moi-même. Je poursuivis les pratiques d'auto-soin commencées à Bali, maintenant une pratique régulière du yoga et l'écriture dans mon journal pour traiter mes pensées et émotions.
Les limites que j'avais posées avec ma famille libéraient de l'énergie émotionnelle que je consacrais désormais à approfondir mes amitiés et à explorer de nouveaux centres d'intérêt. Tara et Jennifer restaient mes plus grands soutiens, célébrant chaque petite victoire alors que je m'affirmais dans ce nouveau respect de moi-même. Elles étaient devenues une famille élargie, partageant avec nous dîners et fêtes, y compris ce rassemblement de Thanksgiving. Avant de manger, a dit papa en levant son verre pour un toast, cette année a été l'une des plus difficiles et des plus importantes de la vie de notre famille. Nous avons affronté des vérités douloureuses sur nous-mêmes et nos relations, mais assis ici, aujourd'hui, je suis reconnaissant de ce chemin difficile, parce qu'il nous a menés à un endroit plus sain que jamais. Et Madison, ajouta maman en se tournant vers moi, les larmes aux yeux. Merci d'avoir eu le courage de nous interpeller. Tu méritais mieux de notre part, et je suis si fière de la femme que tu es devenue. Elisa saisit ma main sous la table et la serra doucement. À de nouveaux commencements, dit-elle. À de nouveaux commencements, répétâmes-nous tous en savourant le repas que j'avais préparé. La conversation coulait naturellement entre sujets sérieux et anecdotes légères. Je ressentis une paix que je n'avais jamais connue lors de réunions familiales auparavant. La tension qui avait toujours vibré sous la surface avait disparu, remplacée par une nouvelle authenticité. Après le dîner, tandis que chacun aidait à débarrasser la table, Elisa me prit à part. « Je voulais te dire, » murmura-t-elle, « j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Nathan. Il est professeur d'histoire de l'art à l'université où je prends des cours. C'est merveilleux, répondis-je, sincèrement heureuse pour elle. Parle-moi de lui. Il est gentil, dit-elle simplement. Et patient. Nous y allons doucement. J'essaie vraiment de le connaître et de me faire connaître avant de me précipiter. J'aimerais le rencontrer quand tu seras prête, proposai-je. Elle sourit. J'aimerais ça, mais je ne le présenterai pas à maman et papa tant que je ne serai pas absolument sûre. J'essaie de prendre des décisions basées sur ce que je veux, pas sur ce qui leur plairait ou créerait des drames. Sa conscience de soi me toucha profondément. De tous les changements dans notre famille, la croissance d'Elisa fut sans doute la plus profonde. Plus tard ce soir-là, après le départ de tous, alors que je chargeais le lave-vaisselle, je réfléchis au chemin parcouru qui m'avait mené jusque-là. L'exclusion douloureuse du mariage d'Elisa avait été le catalyseur du changement, me forçant enfin à prioriser mon propre bien-être. Ce qui semblait être un rejet avait finalement conduit à une libération. Je repensais à une phrase de Michael, l'instructeur de yoga à Bali. Parfois, les expériences les plus douloureuses sont en fait des portes vers notre croissance la plus importante. La sagesse de ces mots résonnait profondément. Aujourd'hui, la rupture des anciens schémas, bien que difficile, avait créé de l'espace pour qu'émerge quelque chose de nouveau et de plus sain. En me choisissant à ce moment d'exclusion, en prenant un avion pour Bali, plutôt qu'en acceptant le rôle de sœur oubliée, j'avais lancé une transformation qui avait résonné dans toute ma famille. La leçon n'était pas que la famille ne compte pas, ni qu'il faille abandonner les relations difficiles, mais que la vraie connexion ne peut exister que là où règne le respect mutuel. L'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour, mais une forme complexe de dépendance qui nuit finalement à tous. Alors que je terminais de ranger et que je m'installais sur mon canapé avec une tasse de thé, je ressentis une profonde gratitude pour ce parcours des 6 derniers mois. La douleur avait été réelle, mais la guérison aussi. En affirmant ma valeur et en refusant de participer au schéma nocif, j'avais contribué à créer les conditions d'un changement authentique. La guérison familiale est possible, mais elle exige courage et honnêteté de la part de tous. Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec vos proches pour créer des relations plus saines? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, merci d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que se choisir soi-même n'est pas égoïste, mais parfois le choix le plus aimant qu'on puisse faire. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi, et souvenez-vous, votre valeur est inhérente, elle ne s'achète pas à force de donner sans fin.